Merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence de presse de rentrée. Je tiens également à remercier les journalistes qui sont avec nous en ligne. Et je les invite, bien évidemment, à poser leurs questions sur le chat. Et bien sûr, on se chargera de leur répondre à la fin de la présentation à l'ensemble des questions qu'ils auront posées, comme les journalistes présents ici en physique. Vous savez que la semaine prochaine, il y a le SPACE. C'est quand même un grand événement pour notre filière parce que c'est notre gros salon. Et il est donc de tradition maintenant qu'on fasse une conférence de presse, bien évidemment, pour vous présenter l'ensemble des chiffres de la filière, faire un état des lieux avec vous, discuter avec vous, vous informer. Et on a mis l'angle de notre conférence de presse de rentrée sur un événement positif quand même. La France est la championne européenne de la consommation de volaille. On peut s'en féliciter parce que ça veut dire que les Françaises et les Français plébiscitent notre viande et également faire passer le message qu'on est en ordre de marche pour redémarrer la production et répondre aux attentes des consommateurs. Alors bien évidemment, je vais vous mettre le programme de la présentation qui est là, voilà. Donc on va vous faire un état des lieux de la consommation française de volaille, un état des lieux de la production, avec bien évidemment tous les phénomènes historiques quand même qu'on a vécu au courant de l'année. Faire un état des lieux des importations, parce qu'on est quand même la filière où on importe le plus, et c'est important de faire un état des lieux avec vous. Et puis, bien évidemment aussi, conclure là-dessus, faire un bilan sur les coûts de production, parce qu'on a été également chahuté là-dessus. On le sera encore, voilà. C'est important d'échanger avec vous sur ces points-là. Alors, sont à mes côtés une bonne partie de l'équipe d'Envol. Donc, voilà, moi-même, en tant que président. Gilles Hutpin, au nom des entreprises, en tant que vice-président. Guy-Marie Brochard, pour la partie notamment canard à rôtir, donc filière qui avait été quand même durement touchée lors de l'épisode influenza aviaire. C'était important aussi qu'il soit là pour témoigner. Et Yann Nedelec, notre directeur, avec qui on se répartira donc les différentes prises de parole sur les différentes thématiques. Et on va donc démarrer avec la partie consommation. Et c'est Yann qui va vous la présenter. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc comme l'a dit Jean-Michel, on va commencer avec cette bonne nouvelle, ou en tout cas ce sujet positif où la France devient championne d'Europe des pays consommateurs de volaille, devant l'Allemagne et devant l'Espagne. Avec donc en fait en 2021, on a retrouvé les tendances dynamiques qu'on avait à la période pré-Covid, avec des Français, des citoyens qui plébiscitent notre viande. On a 1,926 millions de tonnes de volailles qui ont été consommées en France en 2021, ce qui est une augmentation de 2,1% par rapport à 2020. Je l'ai dit, premier pays consommateur en Europe, si on enlève bien entendu le Royaume-Uni, mais qui de toute façon ne fait plus partie de l'Union européenne. Par habitant, ça donne à 28,5 kg de volailles consommées par habitant, et on est sur une croissance de plus 3,6% annuelle sur 10 ans. Donc c'est des chiffres qui sont positifs et qui montrent qu'on est au rendez-vous et des attentes des citoyens, aussi bien en matière de diversité, de portefeuille, etc. Le poulet reste le moteur de la hausse de la consommation des volailles en France. Si on regarde un peu plus ce qui s'est passé cette année, au début de l'année, à fin mai 2022, on avait une consommation globale de poulet qui était en hausse de plus 0,9% par rapport donc à la même période en 2021. Bien entendu, les prévisions qu'on a sur l'année 2022, on en parlera un peu plus tout à l'heure, sont moins réjouissantes. On va avoir un repli en raison de la diminution due à la crise influenza qu'on a vécue, due à la diminution de la production. Mais globalement, sur les 5 premiers mois de 2022, on observait en tout cas une dynamique avec plus 6,6% de consommation du poulet par rapport à 2021, avec une production à plus 3%. En revanche, en ce qui concerne les autres espèces, c'est pour ça qu'on dit que le poulet reste le moteur de la hausse de la consommation. On était à moins 15,6% sur les 5 premiers mois de 2022 pour la dinde, avec une production en baisse de 12,7%, et à moins 22% pour les canards, avec une production en baisse de moins 17,9%, ce qui était les premiers effets, on en reparlera sans doute un peu plus à la fin de l'année, mais en tout cas ce qui était les premiers effets de la crise influenza qu'on a vécue notamment dans la zone Grand Ouest, Pays de la Loire.
Donc je le disais, la part des poulets consommés en France, elle est en progression. On reste sur un moteur avec début 2022, sur les 5 premiers mois 2022, il y a 8 volailles sur 10 consommées en France qui étaient des poulets. En 2021, on était donc sur un peu moins de 8 volailles sur 10, on était à 76%. 13,2% c'était des dindes et 5,7% des canards. Donc logiquement, en effet, la part du canard, de la dinde et des autres espèces a tendance à diminuer au profit du poulet, ce qui va s'observer probablement encore toute l'année, encore une fois, à cause de la crise influenza aviaire qu'on a observée, où les filières canards, dindes, etc. ont plus souffert à un moment donné que celles du poulet, en matière notamment d'élevage reproducteur, qui ont été touchés et donc qui font que la filière reprend plus lentement. Voilà pour la consommation. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Michel en ce qui concerne plus la production, et on va aller plus dans le détail sur les impacts de l'influenza aviaire sur ces éléments. Voilà, merci Yann. Donc je vais vous présenter donc l'état de la production. Alors tout d'abord un rappel. J'ai failli sauter là, mais ça va. Le cœur a tenu. Rapidement un rappel en fait pour 2021 qui marque aussi la particularité de notre filière avicole. On en a une double en fait. On a la chance en France, et ça fait notre richesse avicole et notre richesse gastronomique. On a une filière quand même très diversifiée en nombre d'espèces. Comme vous le voyez, il y a le poulet bien évidemment qui représente la plus grosse part, 70%. De la dinde pour 18%, mais on a également toute cette diversité qui fait vraiment notre particularité en France par rapport à tous les autres pays européens, d'avoir également du canard gras, du canard à rôtir et de la pintade qui font partie du panel de production. Et en même temps, voilà aussi l'autre particularité, c'est qu'on est le pays sur la chair, on a développé le plus de modèles d'élevage différents. Vous avez bien sûr la volaille du quotidien qui en représente la plus grosse part, 67%. Il y a également une petite part, donc c'est le poulet grand export. Et on a du label rouge, du bio et du certifié, qui sont tous les modèles d'élevage montés en gamme, qui font que on peut dire que la France est le pays d'Europe. On a le plus de volailles, en tout cas pour la partie chair de la filière, le plus de volailles élevées en plein air. Alors bien évidemment, cette production a subi l'impact d'une crise sanitaire historique qu'on a vécue tout d'abord cet hiver, début d'année, et puis après avec un deuxième épisode sur le printemps. C'est tous les élevages, c'est toutes les espèces qui ont été concernées par cet épisode inédit. Alors comme je le disais, avec deux grands moments, il y a eu l'automne 2021 sur la partie sud-ouest, avec l'arrivée du virus au moment de l'allée de la migration, et on a vécu un épisode historique en février 2022 avec le retour des migrations sur la région Pays de Loire. Et là, vraiment particularité en termes d'impact, c'est que pour nous, pour la filière chair, les Pays de Loire sont vraiment une région stratégique parce que c'est la deuxième région productrice de volailles. Donc vous voyez, c'est près d'un quart de la production de poulet et de dinde. Et c'est aussi beaucoup ces volailles un peu spécialisées, notamment sur le canard à rôtir, 60%, 63% sur les pintades. Et il y a également un maillon stratégique, qui est le premier maillon qui engage tous les autres, une grosse présence de sélectionneurs, d'éleveurs reproducteurs et de couvoirs sur cette zone-là, qui est donc, comme je disais, indispensable à tous les autres maillons pour effectuer notre métier. En 2022, on estime qu'il y aura un recul de la production de près de 10% de volailles suite à cet épisode-là. Donc pour rappel, il y a eu en tout 1400 foyers d'influenza aviaire en 6 mois, dont 860 en Pays de Loire. Il y a eu donc un impact sur 20 millions de volailles, dont 12 millions qui concernent spécifiquement la filière d'aujourd'hui, qui est la filière chair. Alors après, les impacts, en fait, ça a été très inégal d'une espèce à l'autre. Et là, on voulait vous montrer les impacts en fonction des différentes espèces de volailles de chair. Donc c'est le canard à rôtir vraiment qui a été durement impacté. C'est aussi pour ça que Guy Marie, qui est le président de la partie canard à rôtir, est là aussi aujourd'hui pour répondre à vos questions. Les pintades pour près de 19% et les dindes pour près de 18%, avec un impact, c'est vrai, plus limité quand même sur la partie poulet, qui est quand même le poulet, lui,
la volaille la plus consommée aujourd'hui et celle qui est le plus achetée en termes de viande du quotidien, quoi. On a estimé également qu'en chiffre d'affaires, il y a eu un impact fort quand même de cet épisode sanitaire, avec pour la partie, pas volaille, mais volaille de chair, un impact de 500 millions d'euros quand même sur le chiffre d'affaires global de la filière. Et qu'on a ventilé pour 370 millions chez les éleveurs, en sortie d'élevage, pardon, et 110 millions d'euros pour les activités également liées à l'exportation, parce qu'on exporte également. Et quand il y a ces épisodes-là, on ne peut plus. Et donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 500 millions d'euros d'impact pour nous. Et je vais maintenant donner la parole à Guy Marie, donc, qui est président du comité interprofessionnel du canard à rôtir, pour vous présenter la suite de notre présentation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Michel m'a présenté, Guy-Marie Brochard. Donc, je vais vous parler un petit peu par rapport à l'interprofession et par rapport à la biosécurité au niveau de la production. Donc, comme vous savez, ou certains savent, je suis basé dans les Pays de la Loire qui ont été fortement impactés, on va dire, en début d'année. Donc, en fait, l'interprofession s'est engagée pour renforcer, vous voyez, la sécurisation de la production et en relevant les défis de la compétitivité et de la souveraineté alimentaire. Donc, en premier temps, on l'a fait en deux temps. Le premier temps, c'est l'amélioration du plan de surveillance et de détection. Pour vous dire, je remercie Jean-Michel de l'invitation pour aujourd'hui, parce que il est vrai que le canard à rôtir est une espèce un petit peu, pas à part des autres espèces, mais c'est qu'on est l'espèce qui a une excrétion présymptomatique qui est différente des autres espèces. C'est-à-dire qu'elle peut excréter du virus sans être malade. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on accentue le système de biosécurité au niveau du territoire, peut-être commencer sur cette espèce, en fait. Et bon, l'idée, c'est que, pour vous dire par rapport à ce virus, c'est que le virus de l'influenza, comme vous savez tous, c'est un virus aéroporté. Et quand on sait avec le système de la faune sauvage, on a tout notre système de biosécurité dans les élevages qui est très très performant par rapport à nos sas sanitaires et tout. Mais malgré tout, il sera compliqué de l'empêcher de rentrer dans les bâtiments. Par contre, l'idée, c'est de l'empêcher de sortir. En fait, alors vous allez dire que c'est un vaste sujet, mais pour ça, il faut qu'on ait un statut de nos élevages, je veux dire hebdomadairement, pour connaître l'état sanitaire de nos élevages. Donc c'est un plan de renforcement là-dessus qui va être mis en œuvre dans les jours et les semaines à venir par rapport à ce système-là. Et parce qu'il faut qu'on empêche ce virus de sortir pour aller sur l'environnement des autres élevages, en fait. Voilà. Et en deuxième temps, on a la réorganisation globale de la production de volailles de chair. Voilà. Excuse-moi. Hop là. Ouais. Voilà. Voilà. Et au niveau de la volaille de chair en France, en prenant des mesures adaptées aux enjeux de compétitivité et de souveraineté alimentaire française. En fait, il faut la grande idée, c'est que, bon après j'ai mon collègue Gilles qui va plus mais c'est qu'il faut qu'on garde notre compétitivité au niveau de la France par rapport à notre production, parce que systématiquement, une volaille non produite, ce sera une volaille importée. Et par rapport à notre souveraineté alimentaire, il faut qu'on soit les garants de cette production. Et aussi, donc, par rapport à l'interprofession, se félicite de la saisie de l'ANSES sur la particularité des élevages en plein air, avec l'analyse de l'ANSES, qui est l'institut référent au niveau de cette particularité. Un dossier sensible, c'est la vaccination, où l'interprofession se veut acteur au niveau de la vaccination. La vaccination, elle est en essai, et entre autres sur l'espèce canard. Elle est aussi canard sur la France. Elle est en essai sur d'autres espèces au niveau des pays européens. Sur la vaccination, je veux dire, c'est pas un dossier franco-français, c'est un dossier européen là-dessus. Et il faut que l'Europe se mobilise par rapport à ce dossier-là pour avoir une vue globale de ce dossier, parce que bon, tous les acteurs de notre territoire sont confrontés à cette problématique.
Je pense qu'il y aura peut-être des questions plus tard. Hein, donc voilà. Je vais laisser la parole à Gilles. Gilles qui va nous parler de la question des importations sur notre filière volaille de chair. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme de coutume, il me revient le fait de parler de la situation aujourd'hui de la consommation. Bon, je vous le rappelle, avant le Covid, on savait déjà que 9 Français sur 10, 89% des Français préféraient la viande de volaille, que 9 Français sur 10 attendent de la volaille française en restauration collective. Et là, on se félicite des décisions qui ont été prises, même si ça peut être remis en cause, notamment d'indiquer la provenance. Mais par contre, on n'a pas eu des bonnes nouvelles sur les 5 premiers mois de l'année. C'est que 43% des volailles consommées en France sont importées contre 39% en 2021 et en 2020. Mais c'est surtout qu'en 2022 comparé à 2021, on est à plus 20,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le voyez tout de suite dans le graphe de gauche. Aujourd'hui, on a 49,5% des poulets consommés en France qui ont été importés. Sans doute dû pour partie à une réduction de l'offre avec l'influenza aviaire, j'en conviens bien. Mais on voit bien qu'il y a quand même une pression. Alors, d'où viennent-ils? Pologne, plus 22% sur les 6 premiers mois. Belgique, plus 21%. Mais là, on pense très sincèrement que la Belgique sert de plateforme. Pays-Bas, moins 7. Alors vous allez dire, mais les Pays-Bas envoient moins. Oui, ils en envoient moins. Parce que l'origine brésilienne ou thaïlandaise, et là, c'était ce qu'on a souvent dénoncé, c'est qu'une importation de volaille provenance Brésil ou Thaïlande, transformée pour partie en Hollande, prend l'estampille hollandais et dans les statistiques européennes est réexportée sur la France pour les Français. Alors pas au niveau européen. Au niveau européen, on voit bien ce qui arrive du Brésil ou de Thaïlande. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Mais aussi, fait notable, c'est l'Ukraine avec plus 122% sur les 6 premiers mois de l'année contre 2021. Et le Brésil, France, 181%. Alors ça ne peut pas vous paraître beaucoup, mais le Brésil, direct France, ce n'est pas beaucoup. Il passe surtout par Amsterdam, Rotterdam ou les pays du Nord. Je vais vous faire, pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, mon petit couplet habituel sur l'élevage français, parce que c'est vrai que là, ça devient... Et nous nous sommes tous félicités que le nouveau gouvernement Macron ait nommé le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Mais actuellement, en volaille, on n'est pas sur la souveraineté alimentaire. Le modèle français, c'est quoi? C'est 40 000 volailles de moyenne par exploitation. En Union européenne, c'est 3 fois plus. Et au Brésil, Ukraine ou Thaïlande, on est à 2 millions de volailles. Alors, on va regarder les photos, hein, c'est clair. Là, vous avez le modèle français. Des élevages bien intégrés, avec la lumière naturelle, des éleveurs qui vivent de leur métier, voilà un poulailler à l'intérieur. Alors même si certaines associations trouvent que c'est trop nombreux, mais c'est le modèle français. Et je vous mets tout de suite en comparaison le modèle ukrainien. 40 000 volailles, on est à 1 800 000 volailles par élevage. Voilà, ça c'est une ferme ukrainienne. 2 fermes ukrainiennes, 3 fermes ukrainiennes. Ça c'est vu par Google. Et là, regardez ce qu'on a. Et voilà l'intérieur des bâtiments. Alors je veux bien revenir en arrière un petit peu. Voilà les nôtres. Avec la lumière naturelle, voilà ce qu'on a aujourd'hui en termes de production. Je vais vous citer d'autres modèles quand même, que sont la Pologne. On voit quand même que ça se rapproche de l'Ukraine. L'Italie, des bâtiments à étages. Et je vous ai mis, pour le fun, la Malaisie ou le Brésil, où c'est des conditions différentes. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité entre les volailles importées et même au sein de l'Europe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 122% de l'Ukraine, on s'est fait piéger. On s'est fait piéger en début d'année parce que le 24 juin, l'Union européenne suspend les droits de douane. Et ça partait, je reconnais, et en accord, d'un bon sentiment, d'une grande charité vis-à-vis de l'Ukraine, en disant voilà un pays qui est envahi par la Russie et on va les soutenir. Donc, le quota était établi jusqu'à 70 000 tonnes accord de l'Union européenne. Et aujourd'hui,
vous le verrez, on a dépassé les 122 000 tonnes. Sauf que c'est au profit de qui? Ben, c'est au profit que d'une seule entreprise, qui est MHP. Donc moi, je veux bien aider l'Ukraine, je veux bien aider les Ukrainiens, je veux bien aider les éleveurs ukrainiens, mais je ne veux pas aider qu'une entreprise. Et là, on a un vrai problème. Alors, on l'explique à la Commission européenne, hein. On l'explique à notre ministre, qui l'a compris, mais 90% des produits avicoles ukrainiens exportés par une seule et même groupe financier qui s'appelle le groupe MHP, qui est coté à la Bourse de Londres et qui a déménagé son siège social à Chypre juste au moment du début de la guerre. Alors, hein, je rappelle, je ne vais pas rentrer dans le débat, ils envoient des coffres de poulet, hein, et vous savez qu'on découpe ces coffres de poulet, c'est ce qu'on appelle le bateau. Ils enlèvent les escalopes en Europe et ça devient du filet de poulet européen. Et le deuxième point où il faut qu'on se bagarre, c'est sur le Mercosur. Donc on a des hausses des importations avec la levée des quotas ukrainiens, mais on a des nouveaux problèmes avec le Chili notamment. Et vous l'avez dans votre rapport, le Chili c'est 18 000 tonnes, et on est en train de donner des quotas à 50 000 tonnes. Donc on va doubler les importations. Et là, je repose la question, elle est politique, au grand sens de la politique avec un grand P. Que voulons-nous en Europe? Que voulons-nous en France? Alors, je remercie le ministre parce que pour le moment, la France semble l'être un des seuls pays qui bloque sur le Mercosur, mais c'est quand même compliqué. La prochaine est, alors je ne vous fais pas le bilan carbone, on pourrait l'utiliser. Demain, on a un problème de conteneurs, d'importation, et ainsi de suite, parce qu'on dépendra du Chili, du Brésil, du Mexique, de Thaïlande. Quelle question on pose, et ça je la pose à tous les politiques, de droite comme de gauche, que faisons-nous par rapport à notre souveraineté alimentaire? Et puis, ils ne respectent pas les mêmes normes d'élevage et ainsi de suite. Je repasse maintenant. Alors maintenant, quelle stratégie pour notre souveraineté alimentaire? C'est vraiment la question que l'on pose, c'est la question de fond. Et je vais repasser la parole à Jean-Michel qui va vous parler des coûts de production. Merci Gilles. Donc, on parlait donc, en fait, 2022, c'est l'année des inédits, quoi. Il y a eu la crise sanitaire inédite et la filière, elle a fait face à une augmentation inédite également des coûts de production. Alors, pour rappel, l'alimentation animale, qui est quand même on va dire, le poste de charge déterminant en fait pour le prix de la volaille. Pourquoi? Parce qu'il représente 60 à 65% du coût de production d'une volaille. Que ce soit du poulet, de la pintade, du canard, on est toujours à 60-65%. Et donc c'est l'alimentation animale pour l'éleveur qui est le principal poste de charge. Alors, on a observé quand même deux phénomènes. Un phénomène qui s'est un peu installé dans la durée, c'est qu'au moment du Covid, on a déjà, avec les perturbations qu'il y a eu liées aux conséquences économiques sur les marchés, une augmentation régulière du coût des matières premières, qui s'est étalée à peu près sur un an et demi. Et qui, bien sûr, a fait débat pour cette prise en compte entre les différents partenaires de l'interprofession. Et ensuite, on a eu un deuxième palier, donc avec le conflit Ukraine-Russie, qui a encore aggravé, accentué la hausse du prix des matières premières qui interviennent dans l'alimentation animale. Et on peut dire, pour août 2022, que l'alimentation animale a presque doublé, parce qu'on est à plus 80% d'augmentation. Donc, je le rappelle, le poste de charge qui représente 60 à 65% du coût de production a presque doublé. Et ça a été vraiment un défi pour toute la filière avicole, parce qu'il faut bien, pour que la filière existe, pour que la filière résiste et qu'elle puisse produire, qu'elle fasse prendre en compte l'augmentation de ses coûts de production pour encore exister aujourd'hui. Et là, je tiens quand même à saluer le travail qui a été mené entre les différents partenaires de la filière, que ce soit les éleveurs, les entreprises, mais également les metteurs en marché, que ce soit la grande distribution, les grossistes ou la RHD, pour le travail qu'on a mené tous collectivement autour des indicateurs de coûts de production,
parce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que les metteurs en marché, que ce soit donc les distributeurs, les grossistes, il y a quand même une prise en compte de ces augmentations de coûts de production, et je tenais quand même à le saluer. Alors ça, c'était le premier mur qu'il a fallu franchir. C'est le mur matières premières. Voilà, je lance l'autre diapo. Et là, en fait, au-delà de l'alimentation animale, on a eu une accélération de la hausse de toutes les charges. Donc là, on vous a mis l'histogramme. Hein. Entre 2019-2020, quasi-stabilité. Bon voilà, je le disais, Covid, conflit en Ukraine, hein, qui s'installe dans la durée. Et là, vous voyez donc effectivement l'explosion des coûts de production hein, qui interviennent chez les éleveurs, dans les entreprises également. Et maintenant arrive, j'appelle ça moi le mur énergie, qu'il faut franchir. On est tous maintenant confrontés à une augmentation massive, là sur la fin de l'année, du coût du gaz, du coût de l'électricité. Entre juste le deuxième trimestre de cette année, donc je parle que du deuxième trimestre, je ne parle pas des trimestres qui viennent encore, hein, où là ça va être coton aussi, et le deuxième trimestre 2020 c'est plus 30, avec les conséquences sur le coût des emballages, le coût du transport, et ainsi de suite, le coût du froid. Et nous on évalue que sur les coûts de production, il y a plus 45, plus 50% de coûts de production qui ont augmenté sur notre filière entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2020. Donc c'est massif. Alors voilà, en termes de prospective pour la fin de l'année sur le coût de l'énergie. Donc là, vous voyez les courbes franchement qui s'affolent. Hein, donc que ce soit sur le kilowatt d'électricité ou que ce soit sur le prix du gaz naturel. Et là, il va nouveau falloir franchir cet obstacle et à ce qu'on ait un travail de partenariat entre les différents maillons, notamment avec les metteurs en marché, pour qu'ils prennent en compte ces hausses de production qui vont être quand même importantes pour notre filière. Mais je tiens quand même à rappeler, parce qu'il faut quand même qu'on soit positif et qu'on reste mobilisé, c'est que la viande de volaille, c'est la première viande consommée par nos consommateurs, elle est plébiscitée, et que ce qu'on vit nous, en fait, toutes les filières aujourd'hui le vivent, toutes les viandes le vivent. Et quand on regarde l'évolution des différentes cotations, que ce soit dans les autres viandes et la nôtre, on reste quand même la viande qui sera le plus accessible. Alors pour rappel, et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'il y ait ces prises en compte-là qui soient faites, la particularité de notre filière, c'est que justement, on n'est pas sur des cotations, nous, comme ça peut être le cas dans le porc ou dans le bovin. On les a également vues augmenter parce qu'elles sont confrontées à la même situation que nous. Nous, on est dans un modèle de contractualisation. Donc, on est dans un modèle où on essaye de se sécuriser les uns par rapport aux autres. Donc, l'éleveur, c'est comme ça que ça démarre. Il a un contrat avec une entreprise. Et dans ce contrat, il y a quand même des indexations qui sont prévues pour le sécuriser sur les principaux postes de charge qui sont l'aliment, le poussin. Ça oblige également, bien évidemment, pour préserver simplement le revenu de l'éleveur. Hein. L'objectif, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est simplement de couvrir les frais. Ça oblige l'entreprise à répercuter ces coûts-là auprès des metteurs en marché pour que demain, les éleveurs puissent simplement couvrir leurs frais et que les entreprises également sur les charges qui ont augmenté. Voilà un peu le message qu'on voulait passer sur ce point-là. Alors, en conclusion, par rapport à l'ensemble de ces présentations, donc je le disais, hein, on se félicite que la volaille, que la France soit devenue le numéro 1 européen de la consommation de volaille, avec une consommation qui est en constante progression. 2022, je le disais, c'est l'année des inédits. On a été confronté donc à une crise sanitaire historique. On vous a présenté les chiffres avec Guy-Marie. Aujourd'hui, la production repart hein, depuis le 1er juin. On a également malheureusement une intensification des importations. Gilles vient de vous le présenter. Et c'est ça la grande frustration, c'est que la volaille, elle est plébiscitée. La production française est là, elle est stabilisée. Si on regarde sur le temps long, hors crise sanitaire, elle augmente un peu. Mais en fait, l'augmentation de la consommation, c'est ça la grande frustration pour nous. Elle est approvisionnée en fait par les importations. Et c'est ça le défi majeur, quoi. Et bien sûr, vous présentez également cette période inédite d'augmentation des coûts de production
avec 2 grandes périodes. Le printemps sur les matières premières, avec un franchissement de l'obstacle où, je le redis, on salue quand même nos metteurs en marché qui ont joué le jeu, quand même, pour qu'on soit toujours là aujourd'hui. Et puis maintenant, ce défi majeur du mur de l'énergie qu'il va falloir franchir cet automne, et où il y aura nécessité, pour qu'il y ait des volailles françaises, à ce qu'il y ait une prise en compte de ces coûts de production, en mettant en avant quand même notre force, c'est qu'on ait une viande qui reste, malgré les augmentations, la viande la plus accessible en prix, et puis également plébiscitée, parce qu'en termes nutritionnels, voilà, les Français reconnaissent qu'il y a plein de bienfaits dans notre filière. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir écoutés attentivement, et on est là maintenant pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci pour votre écoute. Bonjour, Olivia Détroyat du Figaro. J'ai 2 petites questions. La première, c'est sur l'intensification des importations. Vous aviez expliqué l'année dernière, miser beaucoup sur l'obligation de mention de l'origine France en restauration. On voit qu'a priori, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, en tout cas pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le premier bilan vous tirez de ça? Et deuxième chose, pour revenir sur la contractualisation, vous expliquez qu'elle était en danger. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Merci. Alors, c'est une première. Votre première question est bonne, puisque c'est vrai, on a demandé l'origine et ça ne semble pas répondre. Sauf qu'on a limité l'offre due à l'influenza aviaire. Donc c'est là que ça nous a troublé le marché. Et quand Jean-Michel dit on vit une année 2022 atypique, elle est complètement atypique. C'est en période maintenant redevenue normale qu'on va voir vraiment les effets de ça. Sur votre deuxième question, rappelez-la moi. Contractualisation. Pourquoi la contractualisation est en danger? Jean-Michel pourrait vous le dire. C'est qu'à un moment, il va falloir répercuter, comme on a passé le premier obstacle. Là maintenant, c'est l'énergie. Et l'énergie est extrêmement importante. C'est un chiffre qui nous-mêmes nous a surpris pour le moment, qu'on est en train de revérifier, parce que ça dépend à quel moment, est-ce qu'il y a des couvertures d'électricité et tout. On va avoir globalement une hausse du prix de la viande de 5 à 7%. Donc 45 plus 5, ça fera 50. C'est encore moins cher que ce que le marché au port breton a monté, puisque le marché au port breton, depuis janvier, il a monté de 62%. Donc la volaille restera compétitive, mais on va avoir un effet qui va être assez important entre l'électricité et le gaz, aussi bien chez les accouveurs que chez les éleveurs, que chez les transformateurs, que aux distributeurs. Alors en quoi ça remet en cause la contractualisation? C'est que si on vit que d'importation, il y a un moment, les opérateurs qui contractualisent pour marquer l'origine France vont rayer l'origine France et on va importer. C'est ça en quoi ça remet en cause. Si on est déconnecté des réalités des autres pays, comment on va faire? Et c'est pour ça qu'on reparle de souveraineté alimentaire, c'est pour ça qu'on parle d'origine France avec un surcoût par rapport aux produits importés. Merci. Alors juste en complément sur ces 2 points, sur la partie étiquetage d'origine, alors effectivement l'année atypique, comme l'a dit Gilles, en termes de production, difficilement mesurable, mais également difficilement mesurable parce que l'obligation, elle date que depuis le 1er mars. On est début septembre, pour avoir du recul, c'est pas évident. Et après, l'autre difficulté qu'on a portée auprès du ministère, et c'est un autre sujet qu'on travaille, c'est qu'on a eu l'étiquetage d'origine que en fait, sur une partie des importations. Parce que l'étiquetage, on l'a obtenu sur la partie viande fraîche des importations et pas sur la partie viande cuite. Et la partie viande cuite représente pas loin de 60% de l'ensemble des importations. Ou transformée. Voilà. Ou transformée. Et pour revenir également sur le problème du gaz, je voudrais l'illustrer quand même, parce que bon, moi je suis éleveur de volailles en Alsace. Et c'est vrai que le gaz intervient dans le quotidien d'un éleveur. Pourquoi? Alors ça commence déjà au couvoir. Il y a des œufs qui sont à incuber. Donc ça, c'est des machines qui incubent les œufs. Et il faut chauffer. On chauffe comment avec les incubateurs? C'est avec du gaz. Ensuite, quand le poussin sort de l'œuf, il est mis dans un camion. Ce camion est évidemment chauffé. Le poussin est ramené dans la journée chez l'éleveur. Et après, l'éleveur, il est obligé de chauffer son bâtiment
parce qu'il reçoit des poussins, des dindonneaux ou des canetons d'un jour. Et pour rappel, un poussin, quand vous le recevez, en moyenne, ça pèse une quarantaine de grammes, aux alentours de 40 grammes. Donc là, il faut chauffer les bâtiments pendant des semaines pour ramener le poulet jusqu'à une taille où il est un peu plus autonome, entre guillemets, en énergie. Donc c'est vrai que les conséquences énergétiques sur nos filières sont également très impactantes, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai deux pour l'usine nouvelle. Pierre Gérard Clodon. Je suis juste là, par là. Ah pardon, c'est quand on est plus près qu'on voit pas. Deux questions qui n'ont rien à voir. La première sur les vaccins. La façon dont vous l'avez présenté, on a l'impression que c'est pas pour tout de suite. Est-ce que vous avez quand même une idée des surcoûts, en valeur absolue, 2 par bête que ça représente, sachant qu'il y a différentes bêtes qui sont concernées. J'imagine que c'est pas pareil à chaque fois. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une petite musique qui commence à monter sur tous les arrêts de production. Je pense par exemple à la filière du lait par rapport au surcoût énergétique. Où vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous lancez l'alerte comme ça a pu être le cas pour d'autres filières? Donc là, je parle plutôt côté industriel. Alors pour la partie vaccination, nous on est totalement partie prenante, moteur, pour avancer sur ce dossier-là de vaccination. Bon, une fois qu'on a dit ça, nous on est des acteurs de terrain, il nous faut du concret, quoi. Et là, il faut qu'on soit face aux réalités. Alors la vaccination, pour nous, c'est un dossier qui est tout d'abord européen. Donc c'est au niveau européen qu'il faut intervenir. Alors quand même, petite victoire, on a demandé au ministre à l'époque, c'était Julien Denormandie, d'obtenir quand même une position européenne sur la vaccination. Donc il y a quand même eu une décision au mois de juin de la part du Conseil des ministres de l'Agriculture, et ça c'était à notre demande, lors de la présidence française, on en a profité, quoi, pour mettre ce sujet à l'ordre du jour, d'avoir une position européenne pour qu'on soit tous d'accord et pour peser aussi dans le débat, parce que c'est un débat qui est international, les règles sont internationales, pour qu'on obtienne une position franche et claire sur le sujet. Donc celle-là, elle a été obtenue. Après, quand le vaccin sera là, aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation et on les soutient. Et il y a une répartition d'ailleurs des espèces de volailles pour les expérimenter. Oui, je peux le rappeler. Oui. Le canard, c'est en c'est France. en France. Voilà. Le canard pékin-élois, c'est en Hongrie. La poule pondeuse en Hollande. Et l'Italie fait des essais en Inde. Donc voilà, il y a une coordination sur les expérimentations de vaccins aujourd'hui entre les différents pays européens. Donc cette expérimentation, aujourd'hui, elle n'est pas finie. Bon, on en attend impatiemment les résultats, mais on est encore effectivement en phase d'attente, quoi. Et après, il y aura toute la phase d'autorisation de mise en marché. Les Ça va être de AMM. nouveau un dossier européen, quoi. Les AMM. Voilà, pour obtenir les fameuses AMM, quoi. Et après, voilà, alors, difficile de le dire parce que vu qu'on n'est qu'en phase expérimentale, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu l'évaluation des coûts. Alors bien sûr, c'est un sujet de préoccupation pour nous. Parce qu'il y aura le coût du vaccin qui va aussi dépendre un peu de comment les règles de l'OIE, qui est l'OMS animal, hein, comment elle va faire évoluer aussi les règles du commerce international. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les règles de la manière dont on commerce, avec le classement aujourd'hui de l'influenza aviaire, qui est un enjeu pour nous. Et c'est là où la position du Conseil des États membres, des ministres de l'Agriculture est importante. Parce que dans le débat international, on a une position maintenant unie de l'Europe sur le sujet, pour faire évoluer la règle. Donc il y a tout ce débat-là, avec des rendez-vous qui sont prévus au niveau politique, où on espère, et de tous nos voeux, nous on souhaite à ce que la réglementation évolue sur l'influenza aviaire, pour aussi sécuriser plus la vaccination quand elle se fera après les expérimentations, mais ça on ne peut pas vous dire quand. Et après, derrière ça, il y aura également une politique de surveillance, comme sur tout vaccin, parce que quand on vaccine, on surveille l'efficacité du vaccin, comment le virus circule, et ça va également avoir un coût. Et ça, à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire combien c'est, quoi. Simplement pour compléter, c'est une bagarre au niveau de l'OIE. Hein. Les Brésiliens disent, nous on est free de toute influenza aviaire. Les Américains et les Canadiens, jusqu'à maintenant, avaient, il y a un an, cette position-là. Là, ça leur est descendu dessus, ils en ont partout. Donc, on pense qu'il y a un moment, au moment de l'OIE, ça va basculer. Ouais. Je rappelle quand même que l'influenza aviaire est une maladie animale qui ne concerne absolument pas les êtres humains. Et la preuve, c'est que l'OIE a changé sa réglementation sur les faiblement pathogènes maintenant, puisque les pays ne sont plus mis à l'index. Sauf que quand vous êtes un pays mis à l'index avec influenza aviaire, vous ne pouvez plus exporter. Et en France, je rappelle que l'ensemble de l'exportation souche, volaille,
de toutes les entreprises, couvoirs et ainsi de suite, c'est 1 milliard d'euros. On ne va quand même pas se priver de l'exportation d'1 milliard d'euros si demain on est persona non grata par la vaccination. Donc c'est pour ça que c'est bien un dossier européen. En fait, voilà, 3 niveaux. Une position de l'Europe pour peser au niveau de l'OIE sur les sujets que disait Gilles. Une expérimentation vaccination dont on attend aujourd'hui les résultats, hein, impatiemment d'ailleurs. Et une politique de surveillance qui va l'accompagner. Et après, un dossier qui doit être européen avec des autorisations de mise en marché européen et effectivement avec le débat du coût. C'est aussi pour ça qu'on veut qu'il soit au minimum européen, parce que pour qu'on soit aussi sur les mêmes conditions à la fin, quoi. Alors j'ai une petite question en ligne de Claire-Sophie Martin de The Pro qui aimerait savoir si vous avez quelques informations concernant la consommation de volaille en hors domicile, que ce soit en restauration commerciale ou collective. Oui, alors là encore, les chiffres sont un peu tronqués, puisque je rappelle qu'il y a, sur le début d'année 2021, nous étions en période Covid, tout n'était pas ouvert. Il y avait une réouverture partielle des restaurations, mais il y avait encore beaucoup de sandwichs. Donc ça va être forcément la RHD, mais je n'ai pas de chiffre en tête, hein. La RHD va forcément beaucoup augmenter, mais il faudra regarder par rapport à 2019 où on en est. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui. Oui, bonjour, François Biagini pour le mensuel RIA, Revue de l'Industrie Agroalimentaire. J'avais juste une question sur l'évaluation des pertes liées à l'influenza aviaire. Vous avez évoqué donc 500 millions d'euros, dont 370 pour la sortie éleveur et 110 pour l'export. Et pour le maillon industriel, est-ce que vous l'avez chiffré, cette perte? Oui, merci. Alors, on l'a chiffré. C'est très complexe parce que sur le maillon industriel, il y a eu la partie accouvage qui sont en train de le chiffrer de leur côté. Il y a la partie industrielle, notamment avec la partie abattoir. Et en tant que vice-président de la FIA, on est encore en train de le chiffrer aujourd'hui. Et après, il y a la partie, par exemple, les ramasseurs de volailles. Il y a la partie des transporteurs. On est en train d'agglomérer tout ça. Je n'ai pas de chiffres à vous donner pour le moment. Frédéric Carluer de Linéaire, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait s'attendre à une hausse de 5 à 7% du prix de la viande de volaille, si j'ai bien compris. Alors, à quelle échéance, si vous pouviez préciser? Mais surtout, est-ce que les distributeurs vont vous suivre dans cette estimation d'une hausse nécessaire? Tout à l'heure, vous avez dit, globalement, vous êtes satisfait des prises en compte par les distributeurs des hausses de coûts. Est-ce qu'ils sont toujours aussi réceptifs? Alors, je ne vais pas répondre sur la première partie de la question, et puis Jean-Michel, je pense, va vous répondre sur la deuxième. Sur la première partie, aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire ce coût de 5 à 7%, mais il a été fait en considérant l'ensemble de la filière. Comme Jean-Michel Schaeffer l'a bien décrit, l'accouvage, les éleveurs, les transformations. On arrive de 5 à 7%. Et certaines espèces annoncent 9%. Bon, attendons de voir. Maintenant, c'est tout à fait relatif ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, c'est en fonction des prix de l'électricité et du gaz. Est-ce qu'on prend un prix à 1 000 €? Est-ce qu'on prend un prix à 650? Ou est-ce qu'on prend en fonction des couvertures et ainsi de suite? On va vivre la même chose que les matières premières. Or, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'industriels sont couverts sur l'année 2022, mais pas du tout sur 2023. Donc, pour moi, ça sera plutôt en fin d'année, ce changement. Mais il faut vous dire aussi que les eaux de viande, je pense, l'auront aussi. Et puis que si aux 35% de hausse, 30-35% de hausse dont on a eu besoin, eh bien, on rajoute les 5%, on arrive à 38-40 et on est encore moins cher que le porc et le bovin. Sur la dernière partie, par rapport aux à la distribution, oui, par rapport à la distribution, oui. Bon, j'avais salué le travail. Alors jusqu'à dire hurrah, bon, les débats ont été quand même voilà, assez dynamiques, quoi. Mais après, quand le résultat est là et qu'il y a une prise en compte, bah, il faut quand même le dire. Nous, de toute façon, moi je suis garant des discussions entre les partenaires, quoi, de la filière. Les discussions reposent sur des indicateurs. Donc, et après, il y a une négociation qui se fait hors interprofession, hein, bien sûr, entre les entreprises et les distributeurs. Nous, en tout cas, ce qu'on va faire au niveau interprofessionnel, c'est qu'on va éclairer le débat, essayer de l'objectiver et de mettre les acteurs en confiance sur une amplitude d'augmentation.
Enfin, vous avez vu les chiffres. Elle est non discutable. Et à partir du moment que ces informations, au travers des indicateurs, seront données, nous, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'après, dans les négociations, les prises en compte se fassent, quoi. Parce que sur le terrain, s'il n'y a pas de prise en compte, ça va être dramatique pour les éleveurs. Ils ne pourront pas faire face. Je suis honnête. Et là, je réponds à votre question. Pour le moment, on n'est pas en phase de menace d'arrêt de production, comme le lait, et ainsi de suite. Parce que, justement, on a la contractualisation. Par contre, s'il y a un moment, il y a une rupture d'un des maillons qui dit « j'accepte pas », bah évidemment, et là, ça met en cause, comme vous dites, je vous répondais, madame, par rapport à la contractualisation. On a une filière très fragile qui, aujourd'hui, quand même, on cause des débats, comme l'a dit Jean-Michel, un peu durs, un peu âpres, mais on a une filière qui parle, qui discute. C'est au moins déjà l'intérêt de l'envol. Et notre réalité, je le rappelle, je l'avais dit avant, c'est la réalité de tous nos collègues européens, quoi. Je veux dire, vous avez vu, les gros compétiteurs, c'est les Polonais, mais les Polonais sont face à la même situation que nous, que ce soit sur l'aliment du bétail ou sur le gaz. Y a l'Ukraine qui exporte, mais voilà, le coût de l'énergie, c'est un vrai sujet pour eux, le Brésil. Donc, comment dire, il faut que, quoi qu'il arrive, il y a une prise en compte. Elle est générale, elle ne nous concerne pas que nous, quoi. Et autre chose aussi, il faut aussi qu'on soit au même niveau. On sait aujourd'hui qu'il y a des céréales ukrainiennes qui vont à bas prix sur la Pologne, la Roumanie et ainsi de suite, parce qu'ils sont en frontière, parce qu'ils ont besoin de dégager, parce qu'ils ont des dégagements qui ne se font pas dans une moyenne européenne. Donc on voit bien qu'avec cette guerre Russie-Ukraine, on peut avoir des décalages de prix. Où Jean-Michel a raison. Sur le moyen terme, ça ne changera rien, parce que la tendance sera la même pour tout le monde. Par contre, sur le court terme, il peut y avoir des moments un peu plus délicats. Alors, selon nos études, vous savez que chacun passe les hausses qu'il veut. On est quand même sous l'autorité de la concurrence, qui est très vigilante là-dessus. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 30 et 35% qui sont passés à peu près sur les produits crus, un peu moins sur les produits élaborés, parce que la part de viande est un peu moins importante. Par rapport à la base qui a été 2019, début 2020, fin 2019, en 2 ans. Voilà. Mais il y a eu la même chose, il y a la même chose actuellement sur les autres viandes et sur la charcuterie. C'est à la bagarre partout. Mais on ne sera pas, pour le moment, on n'est pas en menace vis-à-vis des metteurs en marché que sont la RHD et tout, sauf s'ils se mettent tous à importer de plus en plus. C'est pour ça qu'on se bagarre sur le taux d'importation à 49%. Oui. Non, il faut faire passer le monsieur d'abord, parce qu'il lève... oui, alors je vous donne... Oui, c'est pas très gentleman, mais monsieur a levé la main 3 fois, c'est pour ça. Oui, bonjour, Altine Lazare de RFI. J'avais juste une question par rapport aux importations ukrainiennes. Vous avez dit qu'il y a une augmentation de 122% sur les 6 premiers mois de 2022, oui. Alors que la libéralisation par l'Union européenne était en juin. Donc, alors, 2 choses. Oui. C'est bien de l'avoir soulevé. Deux choses. Je rappelle que la guerre s'est déclarée fin février, qu'ils ont eu des quotas supplémentaires accordés l'année précédente, puisque avant ils étaient en dépassement de quotas sans taxation. Donc, de janvier au 24 février, je crois, déclaration de guerre, ils ont pu exporter tout ce qu'ils voulaient. Première chose. Deuxième chose, ça a été, depuis le mois de juin, une déferlante sur juillet-août, mais pas directement sur nos pays, sur des pays très proches, comme alors Pologne, MHP d'ailleurs a des centres en Hollande et je crois en Slovénie, c'est Slovaquie, où ils redécoupent. Voilà exactement comment ça s'est passé. Et puis je pense qu'il y a eu d'un seul coup de la viande congelée qui est passée et qui a été décongelée à ce niveau-là. Donc le message, c'est qu'on n'est pas au bout. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'on risque d'avoir des augmentations encore plus importantes de volailles qui sont maintenant totalement intégrées dans le marché européen parce qu'il y a des droits de douane zéro, mais qui ne sont pas intégrés en termes de normes de production et de conditions de production aux règles de production européennes. Et ça, c'est ça la grande difficulté pour nous. Et juste pour ajouter, cette facilité qu'il aura accordée, elle a été votée pour 1 an. Et nous, au niveau de la filière, on souhaite que ce soit pour 1 an. Et que
passé cette année-là, on revienne au quota qui avait déjà été augmenté, comme l'a dit Gilles. Et ça, on sera très vigilant là-dessus. C'est la ligne rouge à pas dépasser, parce que si ça amenait à perdurer, c'est véritablement catastrophique pour la filière. Pour la filière européenne en général d'ailleurs. Hein. Pour les collègues voisins, c'est pareil. Oui. Alors, on l'avait fait. Grosso modo, alors je vous donne les anciens prix que j'ai en tête. On l'avait publié. Grosso modo, on avait un filet de poulet, mais alors ils ont augmenté aussi, hein, mais c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Grosso modo, on avait un filet de poulet ukrainien à 2,80 €, un filet de polonais aux alentours de 3,50 €, 3,60 €, un filet français à 4,80 €, un label aux alentours de 6,7 € et un bio à 8,9 €. Je vous fais, c'était plus de fois 2. De toute façon, l'ukrainien, c'était à peu près le double du français. Vous retenez ça à peine, mais c'était à peu près ça. On peut dire que le poulet standard français, c'est quasi x2 par rapport à du poulet ukrainien. Ce qui inquiète d'ailleurs aussi les Polonais, hein, parce qu'ils sont bien moins chers que les Polonais hein, sur le sujet. Hein. Et puis, comme dit, il y a le 2 poids 2 mesures qui est un peu compliqué. C'est que maintenant, ils font complètement partie du marché européen sur la vente. Par contre, on le sait moins, mais on a quand même des conditions de production normées par l'Union européenne pour tous les pays européens et elle ne s'applique pas à l'Ukraine. Voilà. Et au nom de la solidarité de l'Europe avec l'Ukraine, eh bien on importe. Oui. Oui. Sachant que c'est des produits qui sont étiquetés, non UE, ou est-ce que là-dedans, ça comprend une partie de ce qui rentre en coffre et qui est redécoupé en Europe et qui devient... Oui, c'est ça. C'est ça l'astuce. Vous avez un coffre de poulet avec un os. Oui. Dès que vous appliquez une transformation sur un produit, que ce soit du porc, du bovin, peu importe, et que vous en extrayez un morceau, là, il redevient avec l'étiquette UE. Donc, qu'est-ce que fait MHP? Il a ses centres de découpe en Europe, il envoie ses coffres, le langage c'est on lève les filets. C'est ce que c'est pour quand vous cuisinez, on lève le filet, il lève le filet, et là le coffre devient origine Union européenne, et l'escalope de poulet devient origine Union européenne. Et du coup, c'est plus 122%, ça intègre cette partie devenue européenne, ou c'est qu'une partie qui n'a même plus besoin de devenir européenne parce qu'elle rentre en direct? Sur les chiffres, le 122%, c'est le poulet ukrainien qui arrive de l'Ukraine en France, qui est estampillé Ukraine. Si je vous donne les chiffres européens sur le deuxième trimestre 2022, par rapport au deuxième trimestre 2021, le poulet ukrainien qui arrive sur le marché européen, c'est plus 54%. Là, et là, sur ce chiffre-là, c'est 100% du poulet ukrainien qui arrive en Europe. Donc retenez aussi ce chiffre. Les exportations ukrainiennes vers toute l'Union européenne au deuxième trimestre 2022, je parle bien du deuxième trimestre 2022, dans le contexte qu'on connaît, ont augmenté de plus 54% par rapport au deuxième trimestre 2021. C'est ce chiffre-là qui est important. Hein. Les 122% en France, c'est sur des beaucoup plus petits volumes. Pour ça, mais c'est surtout... Voilà, et donc ils avaient un accord pour vous répondre sur les 6 de l'année dernière sur 78 000 tonnes, et on pense qu'ils vont passer à 120 180 000 tonnes. Et du coup, ça veut dire que maintenant, le poulet ukrainien peut rentrer directement au filet. Il n'y a plus besoin de passer par ces centres de découpe. Oui. S'ils veulent, mais je vois mal les pays, les transformateurs et ainsi de suite. Ils achètent et quand vous voyez sur les étiquettes Union européenne. Oui, mais du coup, il sort. S'il est estampillé Union européenne, est-ce qu'il rentre dans ces plus 54%? Alors, je me suis mal expliqué. Je suis désolé. L'Ukraine envoie des coffres. Vous avez raison de poser la question. L'Ukraine peut envoyer des escalopes. Tout ça, ça fait partie du tonnage export Ukraine. Sauf que quand il envoie des escalopes, bien sûr, là c'est du direct, sur l'origine du produit élaboré, on marque Ukraine. Mais s'il envoie des coffres, on lève les coffres et on fait des escalopes, là il est marqué Union européenne. Est-ce que je suis clair? C'est l'ensemble, parce qu'on n'arrive pas à distinguer. On ne sait pas ce qu'ils font dans leurs usines. Et c'est un volume de combien? C'était un volume avant les accords, c'était remonté à 78 000 tonnes. 78 000 tonnes, on pense qu'ils vont être... Comment? Non, Ukraine. On pense qu'ils vont arriver... On parle de 130 à 180 000 tonnes, on ne sait pas trop. Un bon doublement, quoi. Au niveau... attention, pas au niveau français. Hein. Oui, au niveau européen. Oui, je m'excuse, c'est un peu technique. Puis on s'exprime, nous on les a bien en tête, mais voilà, vous faites bien de repréciser.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste sur l'Ukraine, pardon, on y restait, mais la guerre n'a pas affaibli leur capacité de production? Si. Alors la guerre, d'après ce qu'on peut savoir. Alors, ce que je vais vous dire sont des informations non vérifiées. C'est des ordres d'idées qu'on nous donne. On dit qu'ils ont réduit leur potentiel de production de 20 à 30% et qu'ils produisent encore 60%. Ça, c'est la première chose. On dit après qu'ils n'exportent plus sur le Moyen-Orient, sur l'Arabie saoudite. Et c'est ce poulet-là qui renverrait sur une partie de l'Europe. Mais c'est très complexe, on ne sait pas. On sait un peu sans savoir tout. Alors ça aussi, il faut le dire, je reprends ce que disait Gilles, c'est qu'il y avait deux gros débouchés. Il y avait l'Europe, et puis après, par la mer Noire, le Moyen-Orient en volaille. Bon, pas besoin de faire de dessin, par la mer Noire, c'est plus possible. Donc tous ces volumes-là, il ne leur reste plus qu'un mono-débouché, c'est le marché européen. Et donc du coup, ils rebasculent une partie, l'intégralité de ce volume-là chez nous. Et globalement, d'après, on va dire, les implantations géographiques, la filière avicole, elle est plutôt sur l'ouest que sur l'est. Donc on peut quand même... Le centre-ouest. Centre et ouest, du côté Europe, quoi, Union européenne. Donc globalement, on peut estimer que le complexe avicole a été pour l'instant plus ou moins... Non, il a été touché. Il y a eu un entrepôt, notamment vous avez pu voir ça dans la presse, il y a eu un gros entrepôt de MHP de 4 ou 5 000 tonnes qui a été bombardé. Et voilà. Mais globalement, il est plutôt préservé encore aujourd'hui, le complexe avicole. Ah oui. Oui. Oui, pour le journal Les Marchés, j'ai deux ordres de questions. Donc, en restauration collective, quelle origine de volaille peut-on s'attendre à trouver en restauration collective cette année? Et j'ai un autre ordre de questions, c'est donc avec l'augmentation des coûts qu'il y a en ce moment, en particulier l'énergie, est-ce que on va diminuer le nombre de références, diminuer la transformation des produits? Alors, sur la restauration collective, sur les produits crus aujourd'hui, la loi fait obligation d'indiquer l'origine. Sur les produits transformés, comme l'a précisé Jean-Michel, pour le moment, ce n'est pas encore acquis. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en restauration collective, il semble qu'il y ait une certaine sensibilité à l'origine France. Sauf que si les prix montent trop et que le prix moyen du repas n'augmente pas, on va bien avoir des gestionnaires de restauration collective qui vont se trouver coincés. On prend de l'importation, on prend du français. Et ça va être des dilemmes qu'ils vont avoir à gérer. Voilà ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas si ça correspond à ce... On l'a vu, hein, c'est Pologne, Belgique. Il y a la Belgique avec du brésilien, du thaïlandais. Donc c'est ça qu'on va retrouver dans la restauration hors foyer quand c'est de l'importation, et de l'ukrainien aussi. On peut pas. Là, il y a une partie, comme vous l'avez expliqué, des volumes. Tout ce qui vient de Belgique, c'est pas du poulet qui est élevé en Belgique. Hein. Donc et là, il y a forcément du UE qui vient dans du les Brésil, plus Belgique, Pologne, il peut y en avoir aussi, quoi. C'est ce que disait Gilles d'ailleurs dans sa présentation. Alors, quoi. Pourquoi ça n'arrive pas sur les autres viandes, hein? Je rappelle, j'ai déjà rappelé, 300 000 tonnes de bovins autorisées par l'Europe à l'importation, 50 000 tonnes de porc, 1 200 000 tonnes de volailles. Je m'étais toujours plaint et je vous l'ai toujours dit, ça fait rire tout le monde, c'est qu'à chaque fois que je voyais un commissaire européen qui partait avec ses valises vendre des voitures au Brésil, en Thaïlande ou n'importe où, à chaque fois il nous ramenait dans ses valises du poulet. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est la viande d'ajustement pour les échanges. C'est la variable d'ajustement dans les négociations. Et nous on demande que ça soit bloqué au nom de la souveraineté alimentaire. Bon bah écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces questions. Alors ce que je vous propose, parce que vous avez pris de l'avance sur nous pour le repas, c'est qu'on vous rejoigne à table. On s'est tous répartis pour être avec vous et de continuer à répondre à vos questions pendant le repas. Parce que je voyais qu'il y en a qui ont fait le service pour moi, je les remercie, hein, et je voyais mon assiette arriver. Alors c'est un repas totalement avicole bien sûr, et on a mis à l'honneur toutes les espèces qui ont été particulièrement touchées par l'influenza aviaire ce printemps, avec la pintade notamment. Bonne continuation pour le repas.